Bonjour à tous, cet exposé va traiter du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Cette présentation est partagée en 8 parties. Tout d'abord, nous allons introduire rapidement l'œuvre Madame Bovary, puis nous nous intéresserons à son auteur. Nous verrons par la suite que sa célébrité ne fut pas sans critique, avant de s'arrêter sur un point éditorial, avec les principaux mouvements littéraires. Ultérieurement, nous reviendrons à l'histoire en décortiquant les personnages principaux de l'œuvre et son analyse générale. Enfin, nous verrons quelles étaient les sources d'inspiration de Flaubert et subséquemment les parallèles entre Gustave Flaubert et son écrit. Madame Bovary, mœurs de province, communément appelée Madame Bovary, est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857. Il fut écrit en 6 ans. À partir de 1851, puis une version de Madame Bovary est parue en 1856, pour la première fois dans la Revue de Paris. Il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature française et mondiale découpée en 3 parties. La première édition, de 6750 exemplaires, fut immédiatement un succès. Elle fut vendue en 2 mois. Il est considéré comme l'un des premiers exemples d'un roman réaliste, une des premières éditions à être illustrée par le peintre Charles Léandre. Avant d'approfondir la présentation de Madame Bovary dans une autre partie, nous allons rappeler l'histoire. Le roman s'ouvre donc sur Charles Bovary, encore adolescent, faisant des études de médecine. Quelques années plus tard, il se mariera avec Héloïse Dubuc, une femme plus âgée que lui, qui mourra quelque temps après leurs noces. C'est alors que rentre en scène Emma Rouault, qui deviendra donc Emma Bovary, le personnage principal du roman. Contrairement à Charles Bovary, fou amoureux de sa femme, Emma sera lasse de son mari, le trouvera médiocre et passera ses journées derrière sa fenêtre à fantasmer, à rêver de l'amour. Emma tombera dans un état dépressif, en gênant les crises d'angoisse, un médecin leur conseillant de changer d'air. C'est ainsi que se finit la première partie de l'œuvre avec Madame Bovary enceinte et quittant Tostes en Normandie avec son époux pour une plus grande vie. Arrivée à Yonville, Emma accouchera d'une fille qu'elle appellera Berthe, ce qui ne la rendit pas plus heureuse que ça. Elle la metta directement sous la garde de sa nourrice, Madame Rollet. Emma, n'allant pas mieux, continua à rêver à l'amour, mais elle était confrontée à la réalité de ce milieu au XIXe siècle. Malgré cela, elle enchaîna les amants, notamment Léon, partageant son amour pour la littérature et le romantisme. Ensuite Rodolphe, qui finira par partir sans elle. Ce désespoir et cette faillite avec les hommes finira par l'achever, et elle mit fin à ses jours. Ce roman traite donc du balancement entre la rêverie et la réalité. L'acte de naissance de Madame Bovary, le livre sur rien, est à rechercher dans l'ambition du fait du roman, qui se tiendra de lui, même par la force interne de son style, à lui seul une manière absolue de voir les choses. De cette exigence, jamais trahie, découle une torture permanente dont témoigne la correspondance de l'écrivain. La rédaction de Madame Bovary s'étale ainsi sur plus de 5 années, chaque page étant travaillée et retouchée jusqu'à l'épuisement. Avant de rentrer dans le cœur de l'étude de Madame Bovary, nous allons nous intéresser à son auteur. Gustave Flaubert est né le 12 décembre 1821 à Rouen, dans une famille bourgeoise. Son père est chirurgien en chef de l'hôpital. À l'âge de 9 ans, il écrit la première lettre de ses correspondances. Adolescent, il se sent oppressé par une vie de famille morne. À l'âge de 15 ans, il tombe amoureux d'Elisa Schlesinger, qui le prend comme amant. Dès 1842, Flaubert part pour Paris, où il entreprend des études de droit, qu'il abandonne 2 ans plus tard suite à une crise nerveuse. En 1846, il s'installe à Croisset, suite à la mort de son père, où il rencontre Louise Collet, sa muse. De 1849 à 1851, il fait un long voyage en Orient. Il se sépare de Louise Collet en 1854. En 1857, il est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs après la publication de Madame Bovary. Il est acquitté. L'année suivante, il fait un voyage en Tunisie. De 1863 à 1869, il est reconnu en tant qu'auteur et mène une vie mondaine. En 1866, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Puis noue une amitié avec George Sand, mais la carrière de Flaubert décline. La fin de sa vie est marquée par des ennuis financiers, de la même façon que Madame Bovary, et Jules Ferry lui accorde une pension. Il reçoit à Croisset Zola et Maupassant avant de mourir subitement le 6 mai 1880. L'œuvre de Flaubert est connue à travers 4 principaux romans. D'abord Madame Bovary, qui le fait connaître et qui naît pendant le voyage de Flaubert en Orient, où il s'écrit « J'ai trouvé, Eureka, Eureka, je m'appellerai Emma Bovary ». Madame Bovary, mœurs de province, paru en 1856 dans la Revue de Paris, suscite de vives critiques rapidement écartées par un grand succès. Ce premier roman atteste que Flaubert est l'héritier du roman réaliste de Balzac et le précurseur des romans psychologiques et naturalistes qui s'épanouissent largement à la fin du siècle. En 1862, paraît Salammbô, qui remporte un vif succès. Mais à partir de 1869, suite à l'apparition et à l'échec de l'éducation sentimentale, roman presque autobiographique, sa notoriété diminue. Cette même année, il publie son poème en prose La Tentation de Saint-Antoine et commence à écrire Boulevard et Pécuchet,
dernier roman inachevé. Notons aussi, en 1877, la publication de 3 contes. Le style flaubertien se caractérise également par la multiplication de voies narratives. L'unité du sujet parlant est mise en cause, annonçant les grandes orientations narratives du XXe siècle. On ne sait parfois à qui attribuer les remarques, les jugements, les commentaires. Nous allons maintenant parler des critiques qu'a reçues Flaubert par rapport à Madame Bovary. Dès sa parution, le roman fut attaqué par les procureurs du Second Empire pour immoralité et obscénité. Le procès de Flaubert, commencé en janvier 1857, rendit l'histoire immensément célèbre. Il fut acquitté le 7 février 1857. Flaubert dit qu'il aurait préféré être connu pour ses écrits et non pour le scandale provoqué par ses œuvres. Ces vives réactions tiennent à l'histoire du roman, qui est somme toute la critique d'un monde de vie bourgeois provincial. Sur le plan littéraire, il est aussi le signe d'une confrontation, d'un entre-deux, d'une transition de deux mouvements, le romantisme et le réalisme. Flaubert, dont le livre fétiche est Don Quichotte, a certainement voulu faire de Madame Bovary un Don Quichotte au féminin. Personnage exalté par une intériorité sentimentale excessive qui se heurte à la réalité sociale, notamment la condition de la femme du milieu du XIXe siècle. Pour la suite, nous allons parler des mouvements littéraires présents dans l'œuvre. Comme nous l'avons dit précédemment, nous trouvons du romantisme et du réalisme. Le début du XIXe siècle est marqué par le romantisme, avec les auteurs tels que Hugo, Chateaubriand et Musset. Le romantisme alterne entre les rêveries romantiques d'Emma et la réalité de la vie provinciale. De plus, même si l'œuvre s'inscrit dans le réalisme, tout comme le Rouge et le Noir aussi de Stendhal par exemple, cela dit, le style de Flaubert est novateur car il ouvre la voie au naturalisme par son ambition de dépeindre les mœurs humains avec l'approche des sciences sociales. Nous allons revenir sur le réalisme. Le roman est publié à l'époque où triomphe en France le courant réaliste, né en peinture vers 1848 avec Courbet. On voit bien ce que signifie le réalisme pour un peintre. À la limite, le tableau provoquera un effet de trompe-l'œil. Les écrivains qui s'appliquent au même principe tentent, grâce au roman, surtout, le cas échéant au théâtre, de donner l'illusion de la vie. Le réalisme se développe sous le Second Empire. En réaction contre une idéologie officielle qui privilégie les beaux sujets et certaines formes d'idéal. Pour échapper à la censure qui frappe les écrits politiques, les écrivains présentent sous le couvert de la fiction les médiocrités ou les misères de notre société. On réclame du romancier de l'honnêteté dans sa documentation et un style qui mette ses ouvrages à la portée du large public. Ici, on voit bien que Madame Bovary tient du mouvement du réalisme car Flaubert a enquêté pour comprendre mieux les personnages. Il s'instruit sur la médecine afin de pouvoir décrire l'agonie de l'empoisonnement d'Emma. Consulte également un avocat par rapport aux problèmes financiers d'Emma. Flaubert cherche l'objectivité. Il a un regard quasi médical sur le monde extérieur. Réalisme au niveau du langage, chaque personne a un langage différent selon sa classe sociale et sa psychologie. Flaubert insiste particulièrement sur le milieu et le tempérament en revenant sur l'adolescence d'Emma en pensionnat, qui l'aurait donc rendue telle qu'elle l'est aujourd'hui. Il constate les lois biologiques qui régissent les individus et la société. L'œuvre est objective. Elle annonce les faits avec des détails surprenants, parfois provoquants, sans toutefois donner son avis. C'est donc une œuvre anti-romanesque, un examen de la réalité. Nous avons parlé précédemment aussi du romantisme, donc nous allons y revenir. De part et d'autre du roman, Flaubert se laisse aller à la rêverie et les phrases prennent de l'ampleur et une cadence romantique. On retrouve cela notamment dans le passage où Emma contemple la lune avec son amant Rodolphe la veille de leur départ. C'est un émoi de Flaubert, flattant son sens esthétique qui peut rappeler des auteurs romantiques tels que Chateaubriand, savourant la nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Le romantisme est tout de même moins présent que le réalisme. La vision de Flaubert est donc une photographie réaliste et une interprétation romantique. Maintenant, nous allons nous intéresser au vif du sujet et analyser un peu plus les personnages principaux du roman. Nous allons commencer par Emma Bovary, qui est donc le personnage principal, également éponyme du roman. Son nom a d'ailleurs donné naissance au bovarisme, qui renvoie à l'attitude d'Emma, son excès de sentimentalisme, fait de fantasmes et même d'hallucinations, puis sa frustration et enfin son déni de la réalité à la fin du roman. Cet excès l'amène même à la faillite financière. Emma balance entre l'idéal et la médiocrité quotidienne. Même dans ses relations adultères avec Rodolphe et Léon, Emma finit par retrouver les mêmes déceptions que dans le mariage. La répétition de désillusions accroît le sentiment d'échec. Emma ne croit pas pouvoir trouver le bonheur dans la réalité. Elle n'accorde d'intérêt qu'aux personnages de fiction. Le drame d'Emma, c'est de se faire toujours une illusion sur elle-même. Ses sentiments, de croire qu'elle vit des sentiments qu'elle n'éprouve pas. Elle se conçoit toujours autre qu'elle n'est. C'est ce qu'on nommera le bovarisme. Finalement,
La seule véritable expérience authentique que vivra Emma, c'est celle du suicide. Il lui fera fallu l'épreuve de la mort pour rencontrer l'authenticité. Également, on ne trouve pas de description au début du livre comme l'aurait fait Balzac. On découvre Emma par un portrait qui va se faire construire tout au long du roman, par petites touches dispersées. Le plus souvent, elle est décrite à travers le regard d'un personnage. C'est notamment sa chevelure qui est son attribut de féminité. Elle change donc en fonction de ses états d'âme. Bordeaux lorsqu'elle est sage, Anneau noir de sa chevelure lorsqu'elle se veut sensuelle. Pour revenir au bovarisme, c'est cette volonté d'être plus et mieux, ce désir forcené d'une autre existence plus exaltante. Par exemple, lors de son mariage avec Charles, on voit l'opposition irréductible entre son sentimentalisme, qui se traduit par le désir d'une cérémonie nocturne aux flambeaux extravagante, et le matérialisme de son père, qui pense seulement à la nourriture et au plaisir. Nous allons maintenant parler de Charles et Emma Bovary, qui sont deux personnages opposés. Charles Bovary est présenté comme un homme médiocre, lent et d'une intelligence très moyenne. Le début du roman brosse le portrait d'un homme qui ne peut accomplir ce que les autres jugent aisé qu'au prix de grands efforts. Il manque de talent et de vivacité d'esprit et doit redoubler d'activité pour réussir de simples tâches. C'est donc un élève médiocre qui rate le doctorat à cause de ses résultats scolaires insuffisants. Son caractère, manquant de fermeté, le rend aisément contrôlable par les femmes de sa vie. Sa mère tout d'abord, qui le pousse à épouser une femme de 20 ans, qui le dirige à sa guise. Cette habitude d'être dominé par les femmes rend Charles particulièrement sensible à la domination d'Emma, qui fait et obtient ce qu'elle veut de lui. La nature simple et non sentimentale de Charles est en totale opposition avec celle de sa fantasque épouse à la sensibilité exacerbée. Rassuré par la monotonie du quotidien, il est incapable de déceler chez sa femme de subtiles variations d'humeur. La naissance de leur fille est pour Charles un accomplissement, il considère alors avoir vécu tout ce que la vie peut lui apporter, et cette satisfaction rend encore plus insupportable son existence à Emma, et son désir d'une vie plus intense. Charles, en dépit de sa platitude, est un mari dévoué, et toutes ses attentions vont à la satisfaction de sa femme. Son amour est sincère et sa dévotion désintéressée. Quand Emma tombe malade, il ne se préoccupe plus que d'elle et délaisse toute autre activité. Il est donc capable d'empathie et de sentiments dirigés vers les autres, alors qu'Emma ne se soucie que d'elle. Charles est l'incarnation de la bourgeoisie de province, médiocre dans ses aspirations et ses idéaux, se contenant de sa situation plutôt que de chercher à l'améliorer. Nous allons maintenant passer à l'analyse générale de Madame Bovary. Cette analyse se découpe en plusieurs parties. Nous allons reprendre des choses que nous avons déjà dit précédemment et en rajouter pour faire une analyse générale. Ce roman de Flaubert se présente comme un roman réaliste, travaillé par des éléments romantiques. Cette tension entre réalisme et romantisme est exprimée par Flaubert dans une correspondance datant du 16 janvier 1852. Il y a en moi, littéralement parlant, deux bonhommes distincts. Un qui est pétri de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de l'effort, et des sommets de l'idée. Un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut. C'est donc une phrase que Flaubert a dit pour exprimer cette tension entre ces deux mouvements littéraires. De plus, nous pouvons rajouter que c'est un roman de l'ironie. L'ironie est présente sous plusieurs formes dans le roman, satire sociale, mais aussi remise en question du langage. Elle révèle une posture du romancier en face de l'art et de la vie. C'est aussi un roman très moderne, une nouvelle forme de roman. Quand il est sous-titré Madame Bovary, mœurs de province, il fait un clin d'œil à Balzac, bien sûr, avec les scènes de la vie de province. Et en même temps, c'est un roman anti-balzacien parce que c'est un roman dans lequel l'auteur n'intervient pas. Il va se mettre à la hauteur de ses personnages. Si on en tient au sujet principal du roman, il raconte l'histoire d'une vie. Un retour en arrière assez bref fera connaître les années d'enfance et d'adolescence d'Emma. Quelques années s'écoulent à Toast, puis à Yonville, qui sont celles de sa vie conjugale avec Charles. Les repères temporels sont rares. Il faut, si on veut les indiquer précisément, se fier au retour des saisons. À supposer qu'à l'époque où elle rencontre Charles, Emma ait environ 18 ans, âge où il convient qu'une jeune fille de l'époque puisse se marier, elle n'a pas atteint la trentaine quand elle met fin à ses jours. Les événements extérieurs ne sont guère d'un plus grand secours. Notons au premier chapitre que la date de 1812, elle est à peu près celle du mariage du père de Charles, qui est né quelque temps après. Combien au juste, on ne sait pas. L'intrigue se déroule sous la monarchie de Juillet 1830-1848. Plusieurs années ont passé après la mort d'Emma quand le roman atteint son dénouement.
Puisque la petite Berthe travaille en usine, on peut supposer que la dernière phrase, écrite au présent, il vient de recevoir la croix d'honneur, coïncide avec ce qu'il est convenu d'appeler le présent du narrateur, soit 1856, date de publication du roman en revue. Il a dû solliciter la croix de trois régimes, la monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire, avant de l'obtenir enfin. Il est vrai que la croix d'honneur à proprement parler n'était attribuée que sous la monarchie, mais que Berthe ait déjà l'âge de travailler en usine laisse supposer que quelques années se sont écoulées depuis la mort de sa mère. En plus du temps de l'intrigue peu connue, la géographie de l'œuvre est à questionner. Flaubert affirme que Yonville sort totalement de son imagination alors que l'on retrouve des plans de Flaubert similaires à la ville de Ries. Peut-être que Yonville désignait donc Ries. Dans son œuvre, Flaubert critique en quelque sorte l'humanité en général au travers de ses personnages. Flaubert s'était exercé dans sa première éducation sentimentale à entourer ses héros d'une galerie de comparses. La galerie de Madame Bovary a davantage d'unité et de diversité à la fois. Elle compose pour l'essentiel la société d'Yonville. Chacun joue son rôle dans la partition de la bêtise humaine. Certains personnages rythment l'existence d'Emma, comme l'heureux, dont le nom anticipe ironiquement sur sa destinée. Euh, il faut bien voir en effet que si Emma est réduite au suicide, c'est principalement parce qu'elle s'est endettée. L'aveugle, dont elle entend la sinistre chanson au moment de mourir, est une autre figure de la destinée. On accordera aussi une attention particulière à Binet, le percepteur qui aurait pu sauver Emma de la déchéance s'il avait au monde une autre passion que celle de fabriquer des objets avec son tour. Dans cet artisan, épris de perfection, on a pu voir une figure ironique de l'artiste au travail. En plus de critiquer cet artisan, Flaubert critique la bourgeoisie provinciale, la bourgeoisie en général. Euh, pour Flaubert, être bourgeoisie est le plus grave des tares. Son sujet le dégoûtait pour Flaubert. Quiconque pense basement est bourgeois. Rodolphe, Léon, Lheureux et surtout Homais incarnaient la figure de la bourgeoisie. En parlant de personnages, nous pouvons nous arrêter sur Berthe, qui est en fait le miroir, le reflet d'Emma Bovary. Tout d'abord, avant la naissance de sa fille, Emma rêve d'avoir un garçon. En effet, au XIXe siècle, nuls droits politiques ou civils ne sont accordés aux femmes. Celle-ci, un être mineur placé sous la coupe de son mari, ou bien encore son père lorsqu'elle n'a pas accédé au rang d'épouse. Emma place ainsi dans ce garçon toutes ses espérances passées de liberté forgées au cours de ses lectures de jeunesse au couvent. Elle souhaite un fils. Il sera fort et brun, elle l'appellera Georges, et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses espérances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée, continuellement, inerte et flexible à la fois. Elle a contre elle les molleuses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté palpite à tous les vents. Il y a toujours quelques désirs qui entraînent, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche vers 6 heures, au soleil levant. C'est une fille, dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Ce passage illustre bien la souffrance d'Emma concernant sa féminité. Emma voit en effet la liberté dans la masculinité, et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit à Rodolphe un jour. Son enfant étant une fille, Emma s'évanouit devant la perspective de la reproduction de ses malheurs. Elle a raison. Berthe étant une femme, elle devra, comme Emma, être subordonnée aux hommes, et risquer en cela les mêmes souffrances psychologiques que sa mère. Puisque Berthe n'est pas homme, elle est destinée à continuer la lignée de Madame Bovary, commencée dans le roman par la mère de Charles, puis par sa première femme, et enfin terminée par Emma. Lorsque Emma envisage le phénomène de reproduction sociale à laquelle la naissance de l'enfant la prédispose, elle s'en désintéresse. Emma est une mère absente pour Berthe. À la naissance de sa fille, elle la met en nourrice chez la mère Rollet. Ce qui est normal à l'époque, les nourrissons des familles bourgeoises sont placés en nourrice et leur mère ne les récupère que quelques mois plus tard. Mais Berthe est remise en nourrice quelques années plus tard. Nous allons enchaîner en revenant légèrement sur le réalisme et le but, l'objectivité de Flaubert en écrivant ce livre. Donc, comme on a pu le voir précédemment, le roman fait partie du réalisme, mais c'est en haine du réalisme que j'ai entrepris ce roman, écrit Flaubert, à Madame Roger Desjeunettes le 30 octobre 1856. Et à Sainte-Beuve, il fera savoir après sa parution: ce livre est pour moi une affaire d'art pur et de parti pris, rien de plus, le 5 mai 1857. Sa conscience professionnelle l'oblige à respecter le vrai dans les détails, et désireux de provoquer l'illusion, but de toute grande œuvre à ses yeux, il tient à ce que son héroïne fasse pleurer dans les chaumières et qu'on trouve au roman une couleur typiquement normande. Mais il tient aussi à la réussite de sa composition et à l'harmonie de la moindre de ses parties. Quelque passion qu'il ait mise en raconter de cette histoire normande d'une femme adultère
il n'a pu s'empêcher en l'écrivant de rêver à un livre qui aurait le moins de matière possible. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne du style, écrit-il à Louis Collet le 16 janvier 1852. À présent, nous allons nous intéresser à un objet qui a une grande importance dans le livre, qui est très métaphorique et qui a une grande symbolique. Donc, nous allons parler de la fenêtre dans Madame Bovary, qui est un symbole très souvent associé au personnage d'Emma. Elle regarde souvent à travers la fenêtre, le lecteur l'aperçoit également de la rue, alors qu'elle faisait un signe d'adieu à Charles et également à Léon. Les fenêtres représentent pour Emma une possibilité d'évasion, de transformation. C'est une fenêtre qui s'ouvre pour annoncer son mariage, et elle envisage la possibilité de se jeter de la fenêtre du grenier pour se suicider. Mais Emma, malgré son désir, ne parvient pas à s'échapper. Elle reste prisonnière, bien qu'entourée de fenêtres, observant le monde extérieur et s'imaginant une liberté qu'elle n'obtient jamais. Les fenêtres ramènent aussi Emma dans le passé, lors du bal où elle entrevoit le monde de l'aristocratie, pour elle magique et nerveux. Les fenêtres brisées par les domestiques lui fait apercevoir les paysans, la ramenant aux conditions humbles de son enfance. Plutôt que d'y retourner, ce qui serait une forme plus heureuse d'évasion, Emma reste enfermée derrière la fenêtre, dense chimère d'un monde idéalisé, à la poursuite d'une fortune et d'un romantisme qu'elle ne peut pas atteindre. Euh, pour enchaîner, aussi nous allons parler d'une des scènes les plus marquantes qui a sûrement engagé toutes ces critiques que nous avons parlé précédemment, par rapport à l'obscénité par exemple. Cette scène très marquante, c'est sans doute la mort d'Emma. Son suicide à l'arsenic a énormément choqué le lectorat de l'époque. Les détails morbides fusent, mais fidèles à la portée réaliste de son œuvre, Flaubert évite les figures de style et s'en tient aux faits. Ce besoin de s'éloigner de la beauté romantique n'est pas sans rappeler à un contemporain de Flaubert. Baudelaire a également lui aussi en 1821, il fut condamné pour ses fleurs du mal en 1857, tandis que Flaubert sortit indemne de ce procès. Nous allons donc poursuivre avec qu'est-ce qui aurait pu inspirer Flaubert pour écrire Madame Bovary. Nous sommes un peu bouleversés par deux idées, car Flaubert a dit que tout sortait de son imagination, mais pourtant beaucoup d'idées subsistent quant aux personnes qui auraient pu inspirer Flaubert pour écrire Madame Bovary. On entend principalement parler de Delphine de la Mare. En effet, en 1890, 3 décennies après l'apparition du roman, le journal de Rouen annonce avoir trouvé la véritable Emma Bovary. On retrouve beaucoup de similarités dans la vie de ces deux jeunes femmes. Mariées à un officier de santé, mais elles sont toutes deux romanesques et ennuyées, passant leur temps à dévorer les livres d'un cabinet de lecture. Finissant lassées par la vie provinciale, elles multiplièrent les amants. Depuis cet article, des recherches ont été lancées pour en savoir plus sur Madame de la Mare et les similitudes s'enchaînèrent. Mais la question se posait de comment Flaubert aurait-il pu connaître cette femme et son histoire. Des suppositions sont faites, quelques preuves existent, notamment dans les lettres envoyées à son ami Maxime Ducamp, où le nom de cette femme apparaît, mais rien n'est sûr aujourd'hui. De plus, on retrouve des différences avec la vérité de ce fait divers. Flaubert aurait donc pu faire exactement l'inverse dans son récit. Comme dit auparavant, d'autres histoires ont inspiré le romancier normand. Nous retrouvons celle de l'affaire Lafarge, où la femme empoisonne son mari, et de même celle de l'Ourcel, où Louise Darcey était connue pour avoir eu un grand nombre d'amants. On peut aussi penser que la vraie Madame Bovary aurait pu être Louise Collet, une maîtresse de Gustave Flaubert. Mais il affirme que Madame Bovary n'est tirée d'aucun modèle, que c'est une pure invention. Flaubert a mis beaucoup de lui-même aussi dans son roman, malgré un certain parti pris d'impartialité. Il a pu aussi s'écrier « Madame Bovary, c'est moi ». Ce cri a été interprété de plusieurs manières. Peut-être faut-il d'abord y voir le désir de Flaubert de couper court à l'enquête de ses sources, à la part réaliste de son œuvre, en rappelant utilement la part de l'écrivain dans sa création. Cette phrase, Flaubert ne l'a jamais écrite. Il aurait dit à une amie Amélie Bosquet « Madame Bovary, c'est moi », mais l'authenticité du mot reste possible. Dans la continuité de la partie précédente, nous pouvons retrouver dans Madame Bovary des similitudes avec la vie de Flaubert. Notamment, nous pouvons reprendre la phrase précédente « Madame Bovary, c'est moi ». Cette phrase de Flaubert nous indique qu'il s'est inspiré de sa propre vie, de sa propre personnalité, pour créer le personnage d'Emma. En effet, il n'est pas difficile de faire le parallèle entre l'enfance de Flaubert et le ressenti d'Emma face à la vie qu'elle mène en province. Mais les comparaisons ne s'arrêtent pas là. Les travaux littéraires de jeunesse de Flaubert correspondent tout à fait aux clichés de la littérature romantique de l'époque. Flaubert aussi a tout lu.
Lui aussi a été désenchanté par la vie. La sensibilité nerveuse de son héroïne, presque pathologique, est aussi la sienne. Lui aussi a rêvé de voyage. Au coin de mon feu, je rêve de voyage, de course à n'en plus finir, a-t-il écrit à Louise Collet le 12 décembre 1847. Il rêve également comme Emma. Ce sont ces mêmes travaux qui ont poussé les amis de Flaubert à lui lancer un défi, celui d'écrire un livre simple. Madame Bovary permet aussi à Flaubert de faire preuve d'autodérision en reconnaissant que le romantisme n'est pas en accord avec la réalité. En définitive, on peut retenir que l'œuvre Madame Bovary contient à la fois des éléments romantiques et réalistes, mais les éléments romantiques sont très peu nombreux pour en faire une œuvre purement romantique. Au surplus, il donne un cachet particulier à l'œuvre. Dans Madame Bovary, Flaubert a choisi de faire un examen clinique de la réalité. Le réalisme dont est question dans cette œuvre est un réalisme personnel. Avec cette œuvre, qui est un regard littéraire sur la lecture, l'auteur fait preuve d'une certaine impartialité. Et sans le savoir peut-être, Flaubert venait ainsi d'ouvrir la voie au roman moderne. Un tel roman, on le sait, est fait d'échecs et de critiques. Nous pouvons rajouter que Flaubert et son œuvre défendent ou démontrent la place de la femme dans la société du XIXe siècle, en montrant une femme rêvant de liberté, faisant tout pour l'obtenir. C'est un roman engagé, critiquant également le mode de vie bourgeois et la bêtise humaine, l'humanité en général.